Le Grand Entretien, l'émission politique hebdomadaire de RCJ, invité du Grand Entretien ce matin, Dominique Régnier, politologue, professeur de sciences politiques et président du Centre d'innovation politique, Jean-Yves Camus, politologue, spécialiste de l'extrême droite, à mes côtés, Nadège Puljac-Hermann. Je précise que nous faisons ce grand entretien en public et en direct du Conseil national du Fonds social juif unifié. Dominique Régnier, bonjour. Bonjour. Jean-Yves Camus, bonjour. Bonjour. Nous ne parlerons pas naturellement des législatives puisque nous sommes contraints par le CSA, mais je précise à nos amis ici présents qui pourront, après l'émission, poser des questions à nos deux invités. Est-ce qu'on peut vous demander quand même le taux de participation à l'heure où nous parlons? Dominique Régnier, vous voulez vous lancer? Alors, moi je ne connais pas le taux de participation qui va être publié à midi, puisque le premier taux est donné à midi. Ce qu'il faut dire, c'est que ce sera de toute façon la première indication, non pas parce que c'est le premier chiffre, mais parce qu'on sait que les élections législatives, depuis qu'elles suivent directement l'élection présidentielle sans dissolution, c'est-à-dire 2002-2007, ont provoqué une poussée spectaculaire de l'abstention. Je vous donne deux chiffres. Entre 1958 et 1997, le taux moyen d'abstention au premier tour des élections législatives a été de 25%. En 2002, on passe à 35,5%. Et en 2007, à 40%. Donc il y a une poussée de l'abstention. D'ailleurs, en 2007, on a battu le record d'abstention depuis que les élections législatives existent en France et non pas simplement depuis la 5e. Donc c'est un chiffre qu'il faut suivre de près parce que si nous avons une abstention qui est 40 ou plus, alors le résultat devient incertain par des raisons qu'il faudrait développer, mais la possibilité pour les candidats d'accéder au second tour ou même de gagner le second tour se complique ou se simplifie selon les partis politiques en fonction du niveau de participation. Jean-Yves Camus. Une autre précision d'ordre arithmétique, pour se maintenir au second tour, il faut remporter 12,5% des suffrages des inscrits. Je dis bien des inscrits. La conséquence mathématique, c'est qu'évidemment, plus l'abstention est forte au premier tour, plus il est difficile d'être présent au second. C'est tout à fait juste. Il faut juste préciser que si on est premier ou deuxième, on va au second tour, quel que soit parce que c'est pas toujours très clair à comprendre, quel que soit le score aux inscrits, on va au second tour si on est premier ou deuxième. Mais à partir du troisième, pour y aller, il faut faire au moins 12,5% des inscrits. Donc les triangulaires deviennent plus difficiles à partir du moment où l'abstention est forte, puisque la barre du 12,5% qui permet au troisième de rester en lice se trouve, si j'ose dire, rehaussée. En un mot et en style télégraphique, parce qu'on a beaucoup de questions à vous poser, quels sont les chiffres que vous allez scruter attentivement ce soir? Alors pour ce qui me concerne, je vais regarder l'abstention, les votes blancs et nuls et le vote pour des partis politiques que je n'ai pas le droit de citer. Jean-Yves Camus. Merci Dominique Régnier de jouer le jeu. Mon exercice est encore plus difficile puisque je n'ai pas davantage le droit d'éclaircir ce que Dominique Régnier vient de dire. Bien, alors tout va bien et le CSA va être content. Nous allons parler avec vous de la crise, de la montée des populismes en Europe, du parti néo-nazi en Grèce, de l'affaire Breivik, mais on va commencer, si vous voulez bien, avec l'affaire Mera, qui s'est produite en pleine campagne des présidentielles. Il y a un article intéressant, qui fait froid dans le dos, dans le journal du dimanche ce matin. Il y a eu l'affaire Villeurbanne qui s'est passée pendant la campagne des législatives. Est-ce que ces deux faits ont ou vont affecter le vote? Dominique Régnier. Alors, moi j'ai défendu au moment de l'affaire Mera que cet événement avait une influence sur l'élection présidentielle. D'ailleurs, ça n'a pas été toujours facile de défendre cette position, parce que je veux dire ça, parce qu'au moment où j'expliquais
que, à mon avis, l'affaire Mera était un événement qui changeait profondément la suite de l'élection présidentielle. Il y avait des journalistes, des commentateurs qui imaginaient que dire cela, c'était participer à une stratégie visant à favoriser le candidat sortant. Et à cause de cette surinterprétation, on ne prenait pas véritablement au sérieux l'hypothèse que l'affaire Mera pouvait travailler en profondeur la campagne électorale. Et donc, moi, j'étais tout à fait dans l'attente du score que certains candidats ont pu faire. Ça devient compliqué hein, avec le CSA. Que certains candidats ont pu faire, qui, moi, était le score que j'avais estimé, qui ne devait pas être considéré comme surprenant. Parce qu'il y a un travail en profondeur sur la question. Alors, je reprends un peu de champ pour ne pas risquer de dire une bêtise en raison de ces règles absurdes d'ailleurs du CSA, mais enfin, il faut les respecter. Oui, aujourd'hui, en France comme en Europe, de mon point de vue, sans aucun doute, oui, les démocraties sont travaillées par la réaffirmation et la poussée de très mauvaises pensées qui d'ailleurs progressent ensemble, d'un côté à l'égard de l'immigration et de l'islam, et quand on le mesure, la poussée, le rejet est spectaculaire, la progression du rejet est spectaculaire, et de l'autre côté, des sentiments négatifs à l'égard des juifs et de la communauté juive, qui progressent aussi dans des proportions qui sont très inquiétantes. Moi, je ne cesse de dire qu'il faut vraiment prendre ça très au sérieux, c'est très inquiétant, on a des indicateurs, et qui sont, de ce point de vue-là, véritablement préoccupants. Et je tiens à dire ceci, quand on regarde la dégradation du pacte démocratique dans chacune des démocraties qui forment l'Union européenne, vous avez au moins deux grands indicateurs qu'il faut suivre. Ce n'est pas toujours simple, mais moi, en tout cas, voilà, on s'efforce de le faire. Nous sommes deux chercheurs à nous efforcer de le faire. On n'est pas les seuls, heureusement, mais enfin, on le fait vraiment autant qu'on le peut à notre mesure. C'est d'un côté les indicateurs électoraux, quel est le niveau atteint par des partis qui tiennent des discours xénophobes ou antisémites, car il faut aussi regarder cela à nouveau en Europe. Et c'est pour ça que moi, on va en parler. Voilà, je tiens à parler du cas hongrois aussi. Et deuxièmement, les données d'opinion. Parce qu'il y a des pays, et je pense à l'Espagne, où vous n'avez pas, si vous cherchez un parti populiste, comme il peut y en avoir en France, en Belgique, en Autriche ou ailleurs, mais où en revanche, quand vous mesurez l'opinion à l'égard des Juifs, vous avez une poussée de l'opinion négative qui est extrêmement préoccupante. Plus d'un Espagnol sur deux aujourd'hui. Hein. Et plus d'un Espagnol sur deux produit une opinion négative à la communauté juive. Et ça, on ne peut pas considérer que ce n'est pas très important parce qu'il n'y a pas un parti qui porte ces idées. Jean-Yves Camus. L'exemple espagnol n'est pas le seul, loin de là. Il y a un pays qui a des indicateurs encore plus surprenants, c'est le Portugal. Parce qu'il y ajoute, contrairement à l'Espagne, où une certaine émigration juive venue notamment d'Argentine c'est fait dans les années 90. Au Portugal, il y a 800 personnes, il y a 800 juifs. Et pourtant, les indicateurs sont au rouge, si j'ose dire, alors même qu'il y a encore moins de partis populistes, xénophobes d'extrême droite qu'en Espagne. Et puis un autre exemple, à l'autre extrémité de l'Europe, qui peut croire que les indicateurs de l'antisémitisme en Pologne ont changé, alors qu'en 2007, l'extrême droite polonaise était au gouvernement, 15% des voix, et que lors de la dernière élection, elle est à moins de 1% des voix. Et pourtant, le score de ces partis n'a rigoureusement rien changé à l'étendue des préjugés dans l'opinion. Et puis, une dernière chose, ces indicateurs prouvent que les opinions négatives à l'égard de l'islam et des musulmans ne s'accompagnent pas d'une poussée de sentiments positifs à l'égard des juifs. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours à garder en mémoire lorsqu'on est parfois tenté de se dire qu'après tout, la venue dans le paysage politique de partis qui manifestent une espèce de survigilance vis-à-vis de l'islamisme est finalement une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que finalement, cela ne modifie en rien la perception que les populations ont des juifs. Nadège Buljac. Alors justement, à ce propos,
on a remarqué que depuis l'affaire Mera, qui remonte au 19 mars, le nombre d'attentats, enfin en tous les cas d'attaques antisémites en France, avait très très sensiblement augmenté. Pour nous, c'est totalement incompréhensible. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Dominique Régnier. Bon, c'est très difficile de répondre à cette question. Je ne peux pas prétendre expliquer ça. En tout cas, ce que je peux avancer comme élément de discussion, qui est un point que Shlomo a évoqué tout à l'heure, il y a, d'une manière générale, je trouve que face à ce qui est en train de se passer, nous ne sommes pas équipés intellectuellement. Nous sommes en train de nous laisser surprendre. Nous n'avons pas les bonnes réponses, pas au bon moment. Nous n'avons pas, il n'y a pas de préparation. Si je prends l'exemple de l'affaire Mera, ce qui m'avait, moi, profondément choqué après le drame, c'est la façon dont les médias classiques, qui sont quand même des médias encore très très regardés, et je dirais en particulier, je peux le dire, France Télévisions, avaient montré en boucle cette image héroïsante de Mohamed Merah qui faisait des tours en voiture. On ne peut pas ne pas l'avoir vue, cette image. Je suis sûr que vous l'avez vue. On ne peut pas ne pas l'avoir vue. Mais elle était montrée, c'était une espèce de générique. C'était une image esthétisante qui héroïsait indiscutablement l'assassin. Il n'y a aucun doute à ce sujet sur les effets. Vous avez en tête cette succession d'images, le côté véritablement cinématographique, et qui était sans cesse soit en fond quand on parlait de l'affaire, soit pour annoncer qu'on allait en parler. Évidemment, cette image, deuxième remarque sur laquelle peut-être on aura le temps de revenir, est ensuite reprise ou bien avait déjà circulé sur Internet, mais enfin, de toute façon, ça devient le signe de cette affaire, beaucoup plus que le drame lui-même. Et le résultat, c'est que dans une société où il y a, pour des raisons diverses, complexes, que vous connaissez, sur lesquelles on n'aura pas le temps de revenir, mais des générations ou des fractions de générations qui sont à la ramasse, périphérisées, sans formation, en grande difficulté sociale, sans perspective, etc., politisées de façon assez schématique, et avec des déficits de formation sur lesquels moi j'aimerais bien aussi quand même qu'on ait le temps de dire un mot, eh bien ça devient une image de ralliement. Et je ne dis pas que c'est la cause de ce qui s'est passé ensuite. C'est là que c'est très difficile d'établir une relation de cause à effet. Mais indiscutablement, nous n'avons pas eu les bonnes réactions, nous n'étions pas préparés. Et je termine là-dessus pour ne pas parler trop longtemps, mais les journalistes, de ce point de vue-là, n'ont pas été professionnellement vigilants. Ils ne mesurent pas la puissance de l'outil qu'ils utilisent. Jean-Yves Camus, je dirais un mot ensuite là-dessus. Jean-Yves Camus. Toulouse-Villeurbanne, il y a incontestablement une donnée locale dans tout cela, il y a une donnée villeurbanaise, j'allais dire, un climat local qui dure depuis un certain temps et qui n'a pas été suffisamment pris au sérieux par les autorités, et pas seulement par les autorités locales. Ensuite, il y a dans la manière dont tout cela a été mis en scène, et je parle cette fois-ci de l'affaire Mera, une différence fondamentale entre la manière dont nous gérons ces actes et la manière dont un islamiste radical gère son image de martyr. Dans la communauté juive, nous cachons nos morts. Nous ne les cachons pas parce que nous en avons honte, nous les cachons parce qu'il y a un interdit religieux qui fait que nous ne les montrons pas, nous ne les exhibons pas. Dans l'islam radical, la starisation du mort, que ce soit d'ailleurs une victime ou que ce soit l'auteur d'un attentat kamikaze, est immédiate. Et elle est destinée à produire un effet d'imitation. Il y a toujours un effet d'imitation, il y a souvent en tout cas un effet d'imitation. Après un attentat, il y a des tentatives d'attentat, il y a de fausses revendications d'attentat, il y a des menaces davantage. Mais là en plus, il y a effectivement, comme l'a dit Dominique Régnier, cette manière dont la plupart des médias sont rentrés dans le jeu de Mohamed Merah, qui avait bien pour objectif, en filmant ses actes, qu'ensuite, comme les kamikazes du Hamas ou du Hezbollah, ils soient starisés, tournent en boucle. On a vu des chaînes d'information en continu qui, pratiquement pendant 24 heures, n'ont eu comme seul élément d'information que de nous montrer ces quelques images sans que ça apporte absolument rien à l'enquête.
Il y a tout simplement une différence fondamentale de traitement dans la manière dont nous, j'allais dire, gérons avec pudeur ce qui nous arrive, et dans la manière dont, au contraire, les islamistes radicaux mettent perpétuellement en avant leur mort. Alors, je voudrais vous pousser plus loin sur ce chapitre que vous aviez développé sur nos ondes, Dominique Grenier, et que vous reprenez là, ces images funestes qui ont contribué à une espèce d'héroïsation. Et vous étiez interrogé très légitimement à quoi servent ces images en boucle. Alors moi, je vous dis, allons plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher cela? Est-ce qu'il faut laisser ça simplement aux journalistes? Aller plus loin là-dessus. Il y a une configuration nouvelle aujourd'hui. Chacun le voit. Il y a une configuration nouvelle par les transformations culturelles et les transformations technologiques qui modifient profondément le rapport que nos sociétés ont avec le réel. Les médias classiques, la télévision, n'ont plus tout à fait la même place, sans disparaître, loin s'en faut. Il y a ce deuxième univers médiatique que représente le web, qui entretient des liens compliqués avec les médias classiques. Il y a ce que moi j'appelle la culture de l'écran, qui désormais, j'insiste toujours beaucoup là-dessus, y compris parce que je suis prof. J'ai maintenant des étudiants qui ont été principalement socialisés à l'écran. C'est une vraie rupture. Nous avons maintenant des générations, et puis on le voit avec nos enfants, on a des générations qui ont ce rapport différent au réel, à l'information, à l'écrit, etc. C'est une éducation à faire. Le rapport à ce qui est mis aujourd'hui en scène sur le web. Il faut éduquer à la lecture de l'écran, il faut éduquer à la critique du monde numérique, et il faut que les médias classiques eux-mêmes entrent dans un rapport critique avec non seulement le monde numérique, mais aussi l'utilisation des images, compte tenu de l'impact que ces images ont aujourd'hui et de la vie qu'elles ont. Je vous rappelle, c'est un détail, mais qui n'en est en fait pas un faux détail, je dirais. Je vous rappelle que les images qui sont sur le web sont impossibles à extraire ensuite. Elles y sont ad vitam aeternam. Et donc, il est impossible, pour cette raison, de considérer de la même façon les images qui sont choisies pour la diffusion. Et on a besoin, je crois, de travailler beaucoup plus collectivement dans notre société avec au fond, tous les groupes qui portent une parole, que ce soit les journalistes, que ce soit les politiques représentants, que ce soit les enseignants. Je pense que nous n'avons pas suffisamment réfléchi collectivement, discuté, débattu des modalités permettant de développer une préparation à la lecture de ce monde et un esprit critique équipé pour comprendre ce monde et se déprendre des effets immédiats qu'il est capable de produire. Jean-Yves Camus. Écoutez, je crois qu'il y a à l'intérieur de la communauté juive un vrai débat à avoir sur l'utilisation d'Internet, qui est un outil de modernité dont on peut se servir de manière tout à fait positive. Mais je crois qu'il faut aussi réfléchir au fait que si certains de nos rabbinim interdisent l'utilisation d'Internet, ce n'est pas nécessairement uniquement à cause d'une vision passéiste qui consiste à dire que tout ce qui est nouveau, que toute innovation est prohibée. C'est parce qu'il y a un réel danger que nos enfants vivent, d'abord se mettent en danger, notamment par les réseaux sociaux, par certains usages des réseaux sociaux, et ensuite vivent demain en oubliant que ce monde, malgré tout, est un monde virtuel. Il y a une vraie réflexion à avoir sur la manière dont on doit éduquer nos enfants à utiliser Internet, parce que on voit bien, par exemple, comme le disait Dominique Régnier, comment tout ce qui est sur Internet est, si j'ose dire, gravé dans le marbre. Quand on sait un petit peu chercher, on peut trouver n'importe quelle image, et ensuite on sait quel usage un certain nombre de politiques font du web. Et or, les outils qui existent, les outils juridiques par exemple qui existent, pour éliminer du web ces vidéos du djihad qui sont postées par centaines tous les jours, on ne les a pas encore trouvés. Il n'est pas évident, ces outils juridiques, qu'ils existent, puisqu'on a des conceptions de la liberté d'expression qui divergent considérablement entre le monde anglo-saxon et notamment la France et le monde européen en général, et qu'aujourd'hui, c'est la liberté la plus absolue de circulation des vidéos qui règne. Il y a tous les jours des centaines de vidéos du djihad global tournées
on dit beaucoup en Afghanistan et en Irak, mais tourner aussi au Cachemire, tourner en Libye, tourner en Syrie, tourner à peu près n'importe où, qui sont véritablement aujourd'hui des outils de recrutement, des outils de radicalisation, et on a peut-être vu avec l'affaire Mera la première génération, comme d'ailleurs avec Breivik, des djihadistes ou des extrémistes radicaux uniquement nourris au monde virtuel d'Internet. Vous voulez dire qu'il pourrait y avoir d'autres cas? Ce n'est pas un cas isolé, c'est pas arrivé par hasard. L'affaire Mera, c'est pas un cas isolé. C'est ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est aussi qu'il m'a considérablement étonné que nous soyons étonnés que ça se soit produit. C'est-à-dire qu'il nous pendait au nez depuis un certain temps qu'une affaire de ce genre arrive malheureusement. Ce qu'on ne savait pas, c'était où et quand. On avait des doutes sur la provenance politique de celui qui allait le commettre. Mais honnêtement, que la France ait été épargnée par des attentats islamistes entre 1995 et l'affaire Mera était déjà, de la part de nos services de renseignement et de l'État, une assez remarquable performance. Voilà. Cela devait arriver. En tous les cas, en France aujourd'hui, on a le sentiment qu'on peut plus se promener, qu'en tous les cas, c'est dangereux de se promener avec une kippa. C'est pas le constat que je ferais, parce que tout dépend de l'endroit, et que fort heureusement, il m'arrive de le faire sans qu'il m'arrive rien, dans l'immense majorité des cas. Mais il s'est incontestablement passé quelque chose de nouveau depuis le début de la deuxième intifada, qui fait que c'est plus difficile en raison d'une assimilation qui est simple, hein. Celui qui porte une kippa est un juif visible, celui qui est un juif visible est un sioniste, celui qui est un juif visible est un israélien. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est plus difficile en tout cas que de se balader dans l'espace public avec une burqa ou avec un voile. On se balade très peu, il faut être précis sur les termes, on se promène très peu en burqa en France. La burqa est un vêtement spécifique qui est originaire d'Afghanistan et du Pakistan, qui est principalement une innovation pachtoune par rapport au voile intégral, et des burqas en France, très honnêtement, on ne doit pas en compter plus d'une dizaine. Ensuite, on a la question du voile intégral, qui lui, effectivement, est devenu quelque chose d'assez courant dans l'espace public, malgré d'ailleurs la loi qui en punit le port. Et c'est vrai qu'on a l'impression quelque part que porter une kippa aujourd'hui est plus dangereux que de porter un vêtement prohibé. Avec la crise, Dominique Régnier et Jean-Yves Camus, il y a une résurgence du populisme partout en Europe. Vous en avez parlé, vous avez même consacré un livre qui s'appelle Populisme, la pente fatale, en Grèce, en Hongrie, en Espagne, avec quand même pour la première fois depuis la guerre un parti néo-nazi dont on va savoir aujourd'hui et dimanche prochain s'il est vraiment implanté, mais qui a fait 6 ou 7% aux dernières élections. Presque 9%. Ouais, presque 9%. C'est quand même la première fois depuis la fin de la guerre qu'un parti néo-nazi, qui s'affirme néo-nazi, qui a des slogans et des insignes néo-nazis, fait 9% dans le cœur de l'Europe. Oui, alors ça, ce sont des objets qu'avec Jean-Yves Camus, nous regardons de très près en permanence. Aube dorée, ce parti néo-nazi grec, le 17 juin prochain, aura peut-être un score moins élevé. J'en sais rien, les sondages semblent l'indiquer, mais moi, ma remarque, elle consiste à dire ne vous fiez pas à la baisse éventuelle du score de Aube dorée le 17 juin prochain. Vous avez peut-être vu que l'un de ces militants, dans une émission de télévision grecque, il y a 2 jours, a frappé, a jeté un verre d'eau au visage d'une interlocutrice et a frappé une deuxième participante. Donc, tout dans ça, un débat télévisé. Voilà, un débat télévisé. Bon, tout ça a été très visible et pour cause. Des manifestations ont été organisées. Bon. Mais moi, je dis ça n'est pas exactement les indicateurs ne sont pas tous là. Parce que le 6 mai dernier, lorsque Aube dorée a fait presque 9%, parmi les militaires, Aube dorée a fait 25%. Et dans les forces de police, plus de 12%. Et donc, il y a des éléments de ce type. Ensuite, ce qui peut éviter, dans un premier temps, la poussée d'Aube dorée, c'est la poussée de Syriza. Syriza, parti d'extrême gauche, qui va peut-être faire 30%,
c'est ce que disaient les sondages. Je ne sais pas ce qui se passera comme tout le monde, j'en sais rien, mais les sondages disent ce genre de choses. Dans un premier temps, les Grecs, qui ne veulent absolument pas sortir de la zone euro, qui ne veulent absolument pas revenir à la drachme, vont tenter de faire savoir qu'ils veulent, voilà, c'est une discussion qu'on ne peut pas avoir ici, mais enfin, conserver l'euro en évitant les conséquences très douloureuses pour eux de la gestion de leur déficit immense. Donc, on peut avoir Syriza, mais l'hypothèse que je fais, c'est qu'avec Syriza, une coalition improbable, de toute façon, les difficultés ne seront que présentes, voire plus importantes. Et donc, c'est après que nous aurons, dans un troisième temps, la poussée de ces partis-là. Aube Dorée est un parti qui, clairement, vous l'avez dit, affiche les signes nazis, etc. Mais il ne faut pas oublier que dans le gouvernement de coalition précédent, il y avait déjà 2 ministres qui venaient du Laos, parti d'extrême droite, qui n'a pas grand-chose à envier à Aube Dorée en matière de surenchère, et dont l'un des ministres, qui était le secrétaire d'État au transport de ce gouvernement, a écrit un livre en 2006 qui est de l'antisémitisme virulent, violent, menaçant, redoutable. Hein. Absolument rien, je dirais, à envier aux propos néo-nazis qu'on peut entendre à Aube Dorée. Donc c'est quelque chose qui travaille depuis un moment déjà la société grecque, et le Laos, qui a déjà eu des députés, a déjà installé cette force politique, même si aujourd'hui il est moins influent que Aube Dorée. Et d'ailleurs, les électorats évidemment communiquent, hein, et probablement, je pense, vont plus ou moins fusionner au profit de l'un ou de l'autre, un peu comme on a pu le voir en Autriche dans les années passées. Jean-Yves ? Pour bien comprendre la situation de ce groupuscule qui faisait 0,29% en 2009 et qui fait effectivement près de 9% en 2012, et particulièrement pour bien comprendre le score énorme qu'il a réalisé dans les forces chargées du maintien de l'ordre, il faut savoir qu'aujourd'hui, le plan d'austérité imposé à la Grèce conduit notamment à ce que les policiers peuvent être utilisés de manière privée, loués par des personnes privées. Après son service, un policier peut être loué par un commerçant ou par un particulier pour assurer la garde de son domicile ou de sa boutique. Et la décision absurde du gouvernement grec est que la personne qui paye ce policier ne le paye pas lui ne touche pas un centime sur cette heure de gardiennage, si je puis dire. Ça va renflouer directement les caisses de l'État. Quand on en arrive à cette situation d'absurdité totale, cette situation unique au monde, à mon avis, de privatisation des forces de l'ordre, il faut comprendre qu'à un moment donné, on a quelques soubresauts dans le système. Et je ne crois pas, pour ma part, qu'il y ait aujourd'hui 8% de Grecs néo-nazis, alors qu'il y en avait simplement moins de 0,3% il y a 3 ans. Je pense qu'il y a effectivement un système politique qui a fait son temps, qui est caractérisé par une très grande fermeture, par une transmission à droite comme à gauche d'ailleurs des responsabilités gouvernementales de génération en génération à 3 ou 4 grandes familles qui trustent la vie politique grecque, un système politique notoirement corrompu à pratiquement tous les échelons. Et il va donc y avoir, à un moment donné, un grand bouleversement de la vie politique grecque. Bien évidemment qu'il vaudrait mieux qu'il ne soit pas au profit de l'Aube Dorée. Dernière question, on avait d'autres questions, mais le temps passe. Dernière question, Nadège Pujac. Et c'est justement à propos de l'Europe, de la Grèce, notamment. On va beaucoup parler de l'Europe dans les semaines qui viennent. Il y a la crise de la Grèce, comme on vient d'en parler, de l'Espagne. Est-ce qu'à votre avis, on peut s'attendre à un rejet massif de l'Europe, en France notamment un rejet massif de l'idée même européenne, qu'on en ait assez, qu'on dise, puisque voilà, il y a des crises, autant sortir de l'euro, et puis ensuite, à quoi sert l'Europe, puisqu'on en est arrivé à cette situation-là. Est-ce qu'il y a un risque que le public, que la population ait assez de l'Europe et ait envie d'en finir avec cette Union européenne qui n'arrive pas à résoudre ces crises? Il reste 1 minute, c'est ça? Je regarde Daniel, il reste 1 minute et demie. C'est pour partager mon temps avec Jean-Yves. Simplement, donc je vais répondre ceci de manière très ramassée. Nous n'en sommes pas là, je regarde ça de très près en ce qui me concerne, nous n'en sommes pas aujourd'hui, ça peut vous étonner, au rejet de l'Europe. Au contraire.
Les Européens ont le sentiment très aigu que leur nation seule n'est pas en mesure d'affronter avec plus de succès le monde tel qu'il va. Et donc il y a une demande, ce n'est pas une demande de fédéralisme, hein, on n'est pas dans l'idéal européen du tout. Il y a ce que j'appelle moi une demande de puissance publique européenne, qui se superpose aux puissances publiques nationales en difficulté. C'est au fond la demande de créer un grand syndicat des puissances publiques, pour que les Européens retrouvent à la fois la maîtrise de leur destin et des formes de protection et des aides à la projection pour réussir dans la globalisation. Donc c'est ça la situation actuelle. On ne demande pas la sortie de l'euro. Hein. Il y a des candidats qui ont pu faire des erreurs en prenant la sortie de l'euro dans différentes démocraties. Mais si nous ne savons pas répondre à cette question collectivement, si nous ne savons pas bâtir FISA, une vraie puissance publique européenne au service des Européens, soyons sûrs, malheureusement, que la phase suivante, et dans moins de 10 ans, ce sera le retour désespéré et sans illusion de toutes les formes de nationalisme les plus pathologiques, et là, ce sera à ce moment-là l'entrée dans une période extrêmement violente. Ça, à mes yeux, ça ne fait aucun doute. Aujourd'hui, non, mais il faut se dépêcher d'agir sur une demande très pragmatique de puissance publique pour éviter de basculer dans autre chose. Jean-Yves Camus. Et il faudra malgré tout travailler sur l'émergence d'une idée politique européenne, parce que le trouble identitaire qui s'est emparé de l'Europe aujourd'hui, incontestablement, montre qu'il y a un déficit de ce côté-là. L'Europe ne peut pas être uniquement cogestion économique et libre espace de circulation des hommes et des marchandises. Merci Dominique Régnier, merci Jean-Yves Camus. Jean-Yves Camus, on voulait vous parler aussi parce que de l'affaire Breivik, vous aviez consacré un article dans Le Monde à cette affaire, vous l'avez suivi de près, vous avez écrit sur ce qui a nourri ce phénomène et on peut se demander s'il s'agit d'un malade, d'un fou ou d'un symptôme. Mais peut-être que nous aurons l'occasion, puisque ce grand entretien est diffusé en direct du Conseil national du Fonds social juif unifié et qui sera suivi de questions, peut-être qu'on aura l'occasion de parler de cela. Merci à tous les deux, c'était le grand entretien, l'émission politique de RCJ. Vous pouvez retrouver ce grand entretien sur YouTube et sur le site de notre station www.radio-rcj.info en direct du Conseil national du Fonds social juif unifié. Je vous donne rendez-vous ce soir.